Dans la tradition, le destin, c'est ce qui est écrit d'avance, ce qui nous arrive, on n'y peut rien. Pour la philosophie et pour la physique quantique, qu'est-ce qu'on peut dire du hasard par rapport à la conscience? Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique entre détermination et liberté? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un destin qui serait modulable par rapport à la conscience? En fait, depuis des années, je me suis posé la question de la conscience et je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à résoudre le mystère du cerveau conscient sans recourir à ce qui pour moi est un faux fuyant, qui consiste à dire la conscience n'existe pas, c'est un épiphénomène de la matière. Je vais dire d'entrée de jeu, il y a toujours un présupposé personnel et le matérialisme, je ne peux pas y croire. Je me suis forcé, mais c'est au-dessus de mes forces. Donc pour moi, ça n'explique rien du tout. Vous savez, c'est ce que un certain Chalmers, David Chalmers, appelle le hard problem, le problème difficile de la conscience. C'est-à-dire autant le problème facile, c'est de dire, eh bien, s'il se passe ceci dans mon cerveau, ça explique que mon bras bouge à droite à gauche, que j'entends de quelque chose. Ça explique plein de choses, de fonctionnements cérébraux, mais ça n'explique pas pourquoi ceci s'accompagne d'un élément de conscience. Ça, c'est le hard problem qui n'a toujours pas été résolu. Donc, d'une part, je récuse le matérialisme. Donc, on pourrait dire que pour moi, je fais de la conscience quelque chose d'immatériel. Et en même temps, je récuse la transcendance, c'est-à-dire je dis, pour moi, dans une mouche, dans un crapaud, dans un chat, il y a un élément de conscience aussi. Il est beaucoup plus faible que le nôtre, mais il est là. Pour moi, la conscience est aussi un phénomène immanent. Immanent, ça veut dire qu'il appartient à notre monde. Et c'est pour ça que mon approche, qui est une forme de panpsychisme quantique par ailleurs, je l'appelle im-im. C'est une approche, une théorie im-im. Le premier im, c'est pour immatériel et le deuxième, c'est pour immanent. Et je me dis que sur cette base-là, on doit être capable de résoudre la question. Et à ce moment-là, je me tourne vers comment dire, je me tourne vers la science parce que on va pouvoir formuler les choses de façon scientifique. Et c'est pour ça que vous faites une dynamique entre détermination et liberté. Oui, absolument. C'est-à-dire, pour moi, alors je me suis dit, comment se fait-il, bon, à partir du moment où on dit que la conscience est un contenu immanent, c'est-à-dire un contenu du monde, c'est pas un truc qui est à l'extérieur avec un, un Dieu. C'est pas une négation de Dieu, mais par exemple, la mouche ou le chat qui fait ceci et cela dans sa journée, je me dis pas, il y a un bon Dieu quelque part qui lui permet de faire tout ça. Non, c'est immanent. C'est le chat est né comme ça avec ses capacités. Il est capable de faire ça. Il le fait tout seul de son plein gré. Voilà. Alors, ce que je veux dire, à partir du moment où j'ai ça, je dis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quelque chose évidemment qui s'appelle la fonction sensorimotrice, qui est une notion biologique, qui veut dire que le côté sensoriel, je vous vois au travers de l'écran, vous me voyez, on s'entend. Tout ça, c'est le sensoriel. Et en fait, c'est quoi? C'est, par exemple, si on parle de la vision, c'est une longueur d'onde qui vient impacter ma rétine, donc c'est parfaitement physique. Et à un moment, ça va impacter mon esprit et ça va me donner non pas une information, il y a telle longueur d'onde, mais telle couleur. Et donc, il y a une interface entre les deux. Et le monde physique va venir frapper à la porte de mon esprit, du monde donc psychique, pour dire, là, j'ai un élément d'information, il y a une couleur verte ou une couleur rouge. Et en sens inverse, le sens moteur, eh bien, je décide de bouger mes deux mains et je le fais. Donc là, c'est une décision qui est prise dans mon mental. Ça, je fais une description très naïve, mais je pense que c'est ça qui se passe sur le fond. Et cette décision de mon mental, je suis capable de la transformer. Alors, je ne sais pas comment, D'accord. mais je suis capable de le faire. Et donc ça me prouve quoi dans le cadre de ma théorie im-im ou de mon panpsychisme? Ça me prouve que la composante psychique de la matière et sa composante matérielle sont capables d'interférer. Et ça concerne la physique. Parce que ça veut dire que dans le niveau, dans la strate purement matérielle,
du monde, il y a quelque chose qui lui permet de s'accrocher, de dialoguer avec la strate physique. Et ça laisse des traces. Donc, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'on comprend que pour vous, le destin devient modulable par rapport à la conscience. Pourquoi? Parce que de là, mon image de la matière, j'appelle ça l'holomatière, il y a deux composantes. Il y a une composante qui est déterministe, alors ça c'est les rails, alors ça c'est je dirais, la fatalité totale, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a autre chose que j'appelle l'endocausalité ou la causalité interne, c'est-à-dire il y a une dimension qui justement intègre une certaine liberté, une liberté de choix, et c'est je dirais, la première chose que j'appelle l'exocausalité, c'est déterministe, ça c'est les rails, ça va dans le sens de la fatalité, tout est verrouillé, tout est décidé. Tandis que l'autre va en sens inverse, me donne une liberté d'action. Et c'est là où je caractérise justement le psychisme par un élément de liberté sous contrainte. Alors, sur le temps, on a entre l'Occident et l'Orient deux définitions. En général, l'Occident est plutôt passé, présent, futur, et il y a une flèche. Et pour les orientaux, c'est plutôt cyclique. Alors, euh, passé, présent, futur, est-ce que c'est un déroulement par rapport à la physique quantique ou ça peut être un bloc possible et donc une coexistence? La science découvre des propriétés du temps qui n'ont absolument rien à voir, qui sont contre-intuitives, particulièrement Einstein, et notamment, et alors ce qui est aussi, je trouve intéressant, c'est que selon la branche de la physique que l'on considère, on n'a pas la même notion de temps. Par exemple, en physique, en mécanique quantique, en physique quantique, c'est grosso modo le temps de Newton. C'est le temps un peu absolu, c'est-à-dire il n'est pas plastique, il n'est pas, c'est pas du flexitant comme on l'appelle, il n'est pas flexible et il est totalement déconnecté de l'espace. Ça, c'est le temps qu'on utilise encore en physique quantique. Il y a la relativité restreinte, il y a la relativité générale, et là encore, on a un temps qui change totalement de statut, et dès la relativité restreinte, on a un effondrement de la notion de simultanéité, c'est-à-dire dans le temps, dans les notions newtoniennes, deux éléments, deux événements qui sont simultanés le sont pour tout le monde, c'est incontestable. Eh bien, dans la théorie d'Einstein qui a été vérifiée moult fois, maintes fois, eh bien, on s'aperçoit que selon le mouvement même de l'observateur, eh bien, certains vont dire ben, c'est l'événement A qui est avant l'événement B, d'autres vont dire ils sont absolument simultanés, d'autres qui vont dire c'est l'événement B qui est avant l'événement A. Il y a aussi autre chose, il y a des questions de causalité, c'est-à-dire quand ils sont éloignés, quand ils sont séparés par ce qu'on appelle un espace du genre espace, un intervalle du genre espace, mais je ne vais pas développer, il n'y a pas d'ordre causal entre l'un et l'autre, c'est arbitraire. Mais je referme la parenthèse, tout ça pour dire que à cause de ce changement de statut, par exemple de la simultanéité, eh bien, on a de faux paradoxes qui viennent du fait que si on raisonne intuitivement comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire dans un contexte newtonien, eh bien, on arrive tout droit vers des paradoxes. Et je mentionne d'ailleurs dans le livre deux paradoxes dans les annexes A et B. Hein, Alors, l'univers bloc va venir de là. Il va dire, on va réunir, par exemple, si on prend le paradoxe d'Andromède, il y a deux personnages. Si on prend les trois gnomes, il y en a trois. Pour l'un, un événement qui est à Andromède, donc très loin, appartient à son passé, donc il est déjà décidé, il est déjà fait. Il y a une décision qui est prise à Andromède. Pour l'autre, c'est en train d'être pris, c'est juste sur le moment, c'est brûlant. Et pour le troisième, ça n'a pas encore été pris. Alors donc, le raisonnement, c'est de dire, mais sur un même événement, pour l'un, c'est le passé, donc ça n'existe plus. Pour l'autre, c'est le présent, ça existe et c'est figé. Et pour le troisième, ça n'existe pas encore, donc c'est virtuel et c'est encore ouvert, ce n'est pas figé. Or, ils sont tous au même endroit. Et donc, ils disent, la seule façon
de résoudre cette situation paradoxale, contradictoire, eh bien, c'est de dire que passé, présent, futur existent simultanément. Et donc, dans ce cas-là, le temps ne bouge pas, n'existe pas. Et donc, c'est la spatialisation du temps. On va terminer sur la troisième question sur les relations, sur les liens. Oui. Quel est le rôle des interdépendances? C'est absolument indispensable, je dirais fondamental. Des interdépendances invisibles, on en a beaucoup. Il y en a essentiellement deux que la physique nous a permis de découvrir. L'un, c'est lié à, vous savez que les vitesses sont relatives, mais les accélérations qui sont des vitesses de vitesse sont absolues. Et il y a quelque chose qui s'appelle le principe de Mach, celui qui a donné Mach 2 et Mac Ernst 3, Mach, etc. Oui. voilà, qui dit euh, si les accélérations sont absolues, c'est parce que nous subissons l'influence des astres, des galaxies lointaines de l'univers. C'est ça qui est, grosso modo, donne une stabilité, une espèce d'accélération zéro. C'est par rapport à l'influence invisible de tout ce magma de corps célestes qu'on va définir comment dire, l'accélération zéro. Alors, ça n'a pas vraiment été démontré. Einstein, quand il a fait sa relativité générale, était persuadé au départ qu'il arriverait à rendre compte du caractère absolu des accélérations, qui est très surprenant. Mais en fait, comme je le montre dans mes annexes toujours, eh bien, on s'aperçoit que si la, comment dire, les accélérations n'étaient pas absolues, le monde serait contradictoire. Donc, il est obligatoire pour la non-contradiction du monde que les accélérations soient absolues. Bon, je referme cette parenthèse. L'autre interdépendance, c'est évidemment l'intrication quantique. Voilà. Voilà. Alors, cette intrication quantique est très intéressante. Alors là encore, pourquoi il y a cette intrication quantique? Il faut quand même bien voir ce que ça veut dire. C'est incroyable. Ça veut dire, par exemple, si supposons que j'ai deux électrons qui sont intriqués, j'en ai un qui est devant moi. Et l'autre qui est parti au bout de l'univers, il est à des milliards d'années-lumière d'ici, c'est pas rien. Donc l'un comme l'autre sont totalement en dehors de leur zone d'influence physique. Ce que je fais à l'un ne va pas modifier l'autre a priori. Il n'empêche que dans la description qu'on a, on sait que si je mesure l'un, je dirais avant la mesure, il est dans un état flou, par exemple de spin. On va prendre son état de spin. Un électron peut avoir un spin plus un demi ou moins un demi. Voilà, up, down. Enfin, peu importe, il y a un truc comme ça qu'on appelle le spin. C'est comme une toupie, il tourne sur lui-même, il peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et avant qu'on le mesure, en général, il est dans ce qu'on appelle un état superposé, que j'appelle un état flou. Ça fait bien comprendre le truc, c'est-à-dire il tourne ni dans un sens ni dans l'autre, mais il est une espèce, une combinaison vraiment typiquement quantique qu'on ne trouve pas dans les objets macroscopiques des deux. Donc je le mesure et dans la description rigoureuse qui a été testée, qui a été vérifiée de la chose, eh bien, ça va modifier instantanément. Je vais modifier l'autre, qui est à des milliards d'années-lumière de là. Et donc là, on a quelque chose qui est en flagrant délit c'est bizarroïde. Et donc, une partie des phénomènes paranormaux vont s'expliquer dans ce domaine-là. Voilà. Eh bien, merci. Merci Emmanuel d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, avec la participation de Estelle, permet un croisement des regards philosophiques et scientifiques. En tout cas, merci Exactement. beaucoup.